C'est une ville pleine de charme que j'ai eu la chance de visiter. Entre histoire, culture et curiosité, préparez-vous à explorer l'une des plus belles villes de l'ouest de la France. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de Nantes, dans cet épisode 197 du podcast Fluidité. C'est parti! Avant de continuer, je voudrais vous recommander le partenaire de cette vidéo qui s'appelle FluentU. La meilleure façon pour progresser en français, voici pourquoi. D'abord parce que FluentU est une plateforme qui vous propose de l'immersion en français authentique avec des vidéos de tout genre. Des vidéos de voyage, du divertissement, de l'histoire, culture, société, cuisine, sciences, etc. Mais ce que j'adore, c'est surtout les outils interactifs de FluentU pour les apprenants de français. Quand vous regardez une vidéo sur YouTube, sur Netflix ou sur la plateforme de FluentU, vous pouvez activer les sous-titres interactifs en français et en anglais en même temps si vous voulez. Et si vous cliquez sur un mot du sous-titre, vous pouvez voir sa définition, son type, mais aussi les autres contenus où le mot apparaît pour avoir plus de contexte et mieux le comprendre. Et vous pouvez ajouter ces mots dans votre liste de vocabulaire personnel que vous allez pouvoir réviser ensuite de façon efficace avec des outils de mémorisation espacée. Ce qui est génial, c'est que vous pouvez même importer des vidéos YouTube sur la plateforme, comme les miennes par exemple. Vous pouvez utiliser FluentU sur un smartphone et une tablette avec l'application Android ou iOS ou sur un ordinateur. Donc ce qui est super efficace avec FluentU, c'est que grâce à tous leurs outils interactifs, vous regardez du contenu intéressant en français natif et en contexte, vous améliorez votre compréhension et vous mémorisez mieux le nouveau vocabulaire. FluentU vous propose un essai gratuit de 14 jours et grâce à notre collaboration, vous aurez une réduction importante sur l'abonnement. Cliquez sur le lien dans la description pour avoir toutes les informations et obtenir cette réduction spéciale. Bonjour et bienvenue à tout le monde. Alors ça fait depuis quelques épisodes du podcast que je vous emmène découvrir les grandes villes de France. Donc après cet épisode, si vous regardez les précédents, vous verrez que j'ai aussi parlé de Lille, de Rouen, de Tours, etc., etc. Mais cette fois, c'est Nantes la protagoniste de cet épisode. C'est une ville qu'on a visitée avec mon épouse en 2020, quand on n'était pas encore mariés d'ailleurs. On l'a trouvée très jolie et agréable, on l'a bien aimée. Je vais d'abord parler de sa géographie, ensuite de son histoire, et on verra à la fin la partie culturelle. Nantes est la préfecture de la région Pays de la Loire. C'est une région dont on a consacré un épisode complet, mais cette fois, je vous parle seulement de la ville de Nantes. Elle se trouve dans la partie nord-ouest du pays, à quelques kilomètres de la côte, donc pas loin de l'océan Atlantique. La ville est traversée par la Loire, le fleuve le plus long de France et le plus sauvage. J'ai également fait un épisode sur les principaux fleuves du pays, le numéro 137. À Nantes, il y a un peu plus de 320 000 habitants qui s'appellent les Nantais et les Nantaises. C'est la 6e ville la plus peuplée de France. Mais son agglomération regroupe plus de 600 000 habitants. On utilise souvent le mot agglomération en France pour parler d'une unité qui regroupe une grande ville avec des communes autour. C'est souvent utile pour gérer tout ce qui est commun à la grande ville et à ses voisines. Donc c'est un mot que vous entendrez souvent. Comme pour chaque ville, je vous propose d'abord de plonger dans son histoire durant laquelle il s'est passé un événement historique. Nantes vient du nom d'un peuple gaulois qui s'appelait les Namnettes, dont Nantes en était le chef-lieu durant l'Antiquité. À cette époque, la ville était déjà un port commercial. Au 5e siècle, après la chute de l'Empire romain, Nantes est rattachée au royaume des Francs, dirigé par Clovis. Donc on s'appelait comme ça avant, les Francs. Mais ensuite, au 9e siècle, Nantes est intégrée à la Bretagne après avoir été conquise. Plus tard, elle devient de plus en plus importante et accueille les ducs de Bretagne. La ville de Nantes continue à se développer grâce à ses activités commerciales et fluviales. Fluvial, c'est l'adjectif qui vient de fleuve. Le magnifique château des ducs de Bretagne sera construit à partir du XIIIe siècle et sera ensuite embelli durant la Renaissance. Embellir, ça veut dire rendre beau. C'est un château qu'on a également visité avec mon épouse. Il est en plein centre-ville,
Donc on ne peut pas le rater et c'est une étape incontournable quand on visite Nantes. Il est en très bon état de conservation et ça se voit qu'il est bien entretenu. À la fin du XVe siècle, Nantes est un atout primordial dans la guerre entre le roi de France et le duc de Bretagne, François II. Un atout, ça veut dire un avantage. Donc à partir de 1488, la Bretagne et donc Nantes sont gérés par le royaume de France et ils seront rattachés au début du XVIe siècle. Grâce à cette gestion de Nantes et de la Bretagne par le royaume de France, Nantes connaît un grand essor, une grande croissance. La ville deviendra même la capitale du duché de Bretagne. Et j'ai une petite anecdote sur une personnalité emblématique de Nantes de cette époque. Anne de Bretagne, qui est née à Nantes, la fille de François II, épouse Charles VIII en 1491, puis Louis XII en 1499. Donc c'est la seule dame à avoir été 2 fois reine de France. Ensuite, Nantes va être le théâtre d'une décision qui a changé le destin du pays. Ici, le théâtre, c'est au sens figuré, ça veut dire qu'elle va être le lieu où va se passer un événement. En avril 1598, le roi de France Henri IV accorde l'édit de Nantes. Un édit, c'était le nom utilisé pour parler d'un texte de loi, en résumé. Ça vient du verbe éditer. Cet édit est important parce qu'il accorde aux protestants des droits religieux, civils et politiques dans certaines parties du royaume de France, et la loi leur donne des lieux de refuge. C'est un texte important parce qu'il a été mis en place pour mettre fin aux guerres de religion qui avaient commencé en 1562. En résumé, ces guerres ont opposé les catholiques aux protestants. Et l'édit autorise les protestants à pratiquer leur religion. Donc grâce à l'édit de Nantes, le royaume de France devient le premier d'Europe où la religion du roi n'est pas imposée à tout le monde. Je ferai peut-être un épisode complet sur ces guerres de religion, puisque ce sont des événements cruciaux de l'histoire du pays. Donc si vous demandez à un Français à quoi vous fait penser Nantes, il vous dira sûrement l'édit de Nantes, mais ne saura peut-être pas ce qu'il représente. Maintenant, vous le savez. J'ai vu l'édit de Nantes quand j'étais à l'école durant mes cours d'histoire, mais je m'en souvenais plus. Mais revenons à Nantes qui va être l'actrice d'une autre phase marquante de l'histoire. En effet, au début du XVIIIe siècle, Nantes devient le port le plus important du commerce triangulaire, c'est-à-dire la déportation massive d'esclaves africains vers les colonies françaises comme en Guadeloupe, en Martinique, etc. C'était pas la seule ville de France à pratiquer le commerce triangulaire, mais au minimum 70% des bateaux de France partaient de Nantes. La ville s'est considérablement enrichie grâce à ce commerce d'esclaves, et les riches exploitants de ces bateaux se sont fait construire de beaux hôtels particuliers à Nantes. Une période infâme de l'histoire, mais qui a profité à la ville. Au XIXe siècle, Nantes va être le berceau, le lieu de naissance, d'un auteur majeur de la littérature française, Jules Verne. J'ai fait un épisode complet sur la biographie de cet incroyable auteur, c'est le numéro 73, donc vous pourrez aussi l'écouter. L'écrivain du Tour du monde en 80 jours est donc né à Nantes et il est ensuite parti étudier à Paris après le lycée. Mais Nantes a été l'inspiration des voyages extraordinaires que Jules Verne nous raconte dans ses romans. Dans la ville, il y a un musée Jules Verne en son honneur, installé dans une belle maison qui offre une superbe vue sur la Loire. Le musée propose une belle collection de livres, de documents, d'illustrations, d'affiches, d'objets, de maquettes, etc. En 1941, les régions administratives françaises sont modifiées et Nantes sort de la Bretagne pour appartenir à la région Pays de la Loire. Un événement incroyable pour la ville. Pendant des siècles, elle faisait partie de la Bretagne et en a été la capitale, comme je l'ai expliqué. Mais elle en a été séparée au milieu du XXe siècle. Et il y a un débat qui existe encore aujourd'hui chez les Nantais, Nantes est-elle bretonne? Actuellement, certains Nantais se sentent bretons. La culture nantaise est fortement influencée par la culture bretonne. La ville a une riche tradition de musique, de danse et de gastronomie bretonne. Mais il y a aussi plusieurs monuments qui témoignent de l'histoire bretonne de la ville, comme le château des Ducs de Bretagne, entre autres. Des personnalités importantes de l'histoire bretonne sont nées à Nantes, à commencer par Anne de Bretagne et François II. Et en plus, la langue bretonne y est encore un tout petit peu parlée,
Il y a même des cours bilingues français-breton à Nantes. Donc quand j'ai fait l'épisode sur la Bretagne, quelqu'un m'a dit dans les commentaires que j'avais pas parlé de Nantes. Mais vu que je connaissais pas l'histoire de la ville, je savais pas qu'elle avait été bretonne. Alors maintenant je comprends pourquoi certains Nantais peuvent encore se sentir bretons, même si administrativement parlant, la ville n'est plus en Bretagne, mais elle est toujours bretonne dans le cœur de certains Nantais. Durant le 19e siècle, la période de la révolution industrielle, Nantes s'industrialise aussi, et l'une des marques les plus connues des Français y installe ses usines. C'est la marque LU qui s'écrit L-U. Tous les Français connaissent cette marque de biscuits et vous l'avez déjà vu aussi si vous habitez en France. Ce sont des biscuits industriels, mais que tous les enfants ont déjà mangé au moins une fois. Parmi ces biscuits, il y a le fameux petit beurre, un biscuit au beurre rectangulaire et croustillant, un vrai régal. Il y a aussi les princes de Lu, qui existent aussi en Espagne et qui ont leur version en Amérique latine. Il y a aussi les Mikado, etc., etc. Bon, ce sont des biscuits industriels, donc à éviter si possible, mais j'en ai mangé des kilos quand j'étais enfant. Donc Lu, c'est toute mon enfance. L'usine de Lu était presque comme un grand quartier de la ville de Nantes. Sur les boîtes en fer des biscuits à l'époque, il y avait des illustrations de Nantes ou encore des scènes de la vie quotidienne bretonne. Le nom Lu, ça vient des initiales de la famille qui l'a créé, Lefebvre Utile. En 1909, la famille Lu fait même construire sur leur usine 2 magnifiques tours dans un style Art Nouveau qui ressemble à des phares. L'une des 2 tours de l'usine sera malheureusement détruite à cause des bombardements de la guerre, mais la très jolie tour qui reste est devenue un symbole de la ville de Nantes, donc c'est à voir également. Je sais que vous connaissez peut-être pas la marque Lu, mais elle est très présente dans la culture française et c'est un emblème de la ville de Nantes. Dans la ville, il y avait également l'usine d'une marque concurrente de Lu, qui fait aussi des biscuits, c'est BN, comme les lettres B et N, qui sont les initiales de Biscuiterie Nantaise. Là aussi, tous les enfants ont déjà goûté leurs biscuits. Maintenant, je dois absolument vous parler d'un autre élément culturel incroyable de la ville de Nantes, ce sont les machines de Lille. En fait, j'en ai déjà parlé dans l'épisode 87 sur les lieux insolites en France, mais je vais en reparler brièvement. Ce sont des sculptures ou des constructions en bois ou en acier inspirées d'un mélange des mondes de Jules Verne et des machines de Léonard de Vinci. Par exemple, il y a un éléphant géant qui peut embarquer 50 personnes. Il y a aussi un magnifique manège type carrousel, une galerie des machines dans lesquelles on peut s'installer pour les manipuler, etc. Bref, c'est un monde magique et féerique au cœur de la ville de Nantes qui vaut le détour pour les enfants, mais également pour les adultes fans de Jules Verne ou de Vinci. Malheureusement, on n'a pas pu en profiter avec mon épouse parce qu'elles étaient fermées en hiver. Les machines sont fermées en janvier, février et mars. Nantes, c'est évidemment un très joli centre-ville avec une belle architecture, de beaux édifices religieux comme la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul de style gothique ou encore la basilique Saint-Nicolas, l'une des premières de style néo-gothique. On peut aussi citer le majestueux opéra Gralin dans un style antique avec des colonnes à l'entrée, un vrai chef-d'œuvre classé monument historique. Mais Nantes, c'est surtout de magnifiques parcs ou espaces verts comme le splendide Jardin des Plantes, le jardin japonais, mais surtout le jardin extraordinaire et sa cascade artificielle de 35 mètres de haut, en plein centre-ville. Ce qui est également très sympa, c'est de faire un tour en bateau sur la Loire. Et si vous traversez le fleuve, vous pouvez aller au village de Trente-Mous, un tout petit village de pêcheurs atypique avec des maisons colorées, c'est trop mignon. Nantes attire de plus en plus de Parisiens qui y achètent une résidence secondaire pour télétravailler là-bas et rentrer à Paris le week-end, voire vivre à Nantes toute l'année. En effet, elle est située à environ 2 heures de train de Paris et l'immobilier coûte 2 fois moins cher que dans la capitale. Elle est tout près de la côte atlantique, elle est dynamique, vivante, verte et agréable, donc elle a quand même beaucoup de charme. Voilà pour ce résumé de la ville de Nantes. Est-ce que vous y êtes déjà allé? Dites-le moi dans les commentaires pour que je connaisse votre opinion. Je les lirai tous et j'y répondrai. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode et à bientôt!